Alors, du coup, moi, je vous parle d'un article sur la prévalence et le pronostic des patients qui ont et une amylose cardiaque et une sténose valvulaire aortique. Donc, il me semblait que c'était important d'avoir cet article finalement parce que depuis quelques années, on sait très bien qu'il y a des patients qui ont un rétrécissement aortique, qui sont discutés en staff TAVI et qui ont en même temps une amylose. Et selon l'appétence des centres, selon la curiosité des personnes autour de la table quand on discute en staff, on peut avoir des difficultés à convaincre qu'il faut traiter la sténose aortique si une amylose, au contraire, convaincre qu'il faut être prudent et prendre en charge et l'amylose et la sténose aortique chez certains patients. Donc, on sait que la sténose aortique est extrêmement fréquente, plus de 3% de la population au-delà de 75 ans. On sait que l'amylose est aussi plus fréquente qu'on ne croyait au départ et qu'on en voit tous les jours, j'ai envie de dire. Et on sait que donc l'association entre les deux, selon les séries rétrospectives qui ont été publiées jusqu'alors, elle est de 9 à 16%. Donc 9 à 16%, ça ferait 12% en moyenne. Et il s'avère que cette étude prospective, sans garder de suspense trop longtemps, va nous trouver une prévalence de l'association amylose-TTR et sténose aortique qui est de 12%. Donc premier message de cet article, 12% des patients qu'on discute en staff TAVI ont une amylose TTR. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut faire une scintigraphie à tout le monde, mais ça veut dire qu'on peut y penser. Vous allez voir qu'on a des éléments pour y penser. Donc, on sait aussi, et ça, c'est quand même une chance, que grâce au progrès de l'imagerie et aux connaissances meilleures qu'on a en imagerie, on est plus aisé dans notre diagnostic d'amylose TTR et que la scintigraphie est un examen fondamental qui permet le diagnostic dans bon nombre de situations. Et bien sûr, vous savez, comme moi, qu'on a des thérapeutiques commercialisées ou en cours de commercialisation ou d'études qui permettent de prendre en charge ces patients et on espère en améliorer le pronostic fonctionnel et vital. Et donc là, je vous présente une étude publiée dans le JACC il y a quelques semaines et qui s'intéresse donc à une étude prospective de patients recrutés dans 3 grands centres européens et qui a un intérêt, c'est que non seulement donc c'est une étude prospective où on prend des patients qui ont des sténoses valvulaires aortiques, on leur fait une scintigraphie osseuse et la scintigraphie osseuse n'est pas communiquée au centre, elle est analysée par un core lab, ce qui veut dire que les patients qui sont discutés en staff pour la pose ou non d'un TAVI sont discutés indépendamment du résultat de la scintigraphie, c'est-à-dire que les collègues qui ont décidé ou non de faire un TAVI ou un traitement chirurgical de la valvulopathie aortique n'avaient pas le résultat de la scintigraphie et donc l'ont fait en conscience sans savoir si le patient avait une amylose ou pas. Donc, c'est intéressant parce que quand on regarde, enfin, je pense que ça va correspondre aux expériences de chacun des centres qui sont aujourd'hui autour de la table. En France, en gros, je pense qu'on est à des valeurs de ce type-là, c'est-à-dire qu'on a vous voyez là, 65 patients qui ont été récusés par le staff contre 342 sur 407 qui ont été acceptés par le staff avec 10 patients qui ont été reclassés dans le bras chirurgical et 332 qui ont été traités par TAVI. Donc, des patients traités médicalement, des patients traités chirurgicalement en petit nombre et des patients traités par TAVI, donc sur une population donc recrutée dans 3 centres européens que vous avez ici cités, avec donc en tout 407 patients, un âge moyen de 83 ans et 50% d'hommes. Et donc, je répète, la scintigraphie était en aveugle et donc les médecins ne savaient pas à qui ils avaient affaire. Et donc, vous avez ici la répartition des patients en fonction qu'ils avaient une scintigraphie négative, Perugini 1 ou Perugini 2 ou 3. Et vous pouvez observer donc que ces patients ont la même pression artérielle, c'est quand même assez intéressant. Les patients Perugini 2 ou 3 sont plus âgés que les patients qui n'ont pas d'amylose, donc l'âge est un facteur intéressant. Vous voyez que l'Euroscore, qui était au début des staffs très utilisé pour décider ou non de traiter un patient par TAVI, n'est pas différent que l'on ait un patient avec une amylose ou qu'on ait un patient avec une scintigraphie négative. Vous voyez que les fractions d'éjection sont un peu plus altérées dans le groupe amylose Perugini 2 ou 3 que dans le groupe sans amylose, mais que ceci n'est pas significatif, que les symptômes de dyspnée, d'angor ou de syncope ne sont pas significativement différents d'un bras à l'autre, que les troponines, par contre, sont plus élevées chez les patients qui ont une amylose, comme les taux de NT-proBNP. Donc, je trouvais ça assez intéressant. Vous voyez donc ce NT-proBNP et ces troponines qui sont très différentes en fonction des groupes.
Je ne vais pas être extrêmement méticuleux dans la revue de l'article, je vous invite à le lire si vous le souhaitez, mais il y a un point qui est fondamental dans cet article, c'est que grâce à cette population, ils ont pu extraire un score qui permettrait de définir les patients à très fort risque d'amylose parmi les patients qui sont screenés pour un traitement de leur sténose valvulaire aortique. Et donc, vous avez ici donc, ce score avec le nombre de points rapportés par item. Et vous voyez que le fait d'avoir un syndrome du canal carpien opéré ou non est extrêmement fort et que donc il faut vraiment encourager nos internes, nos externes et tout le monde qui s'occupe de sténose aortique à rechercher l'antécédent de canal carpien. C'est un point fondamental. Un point qui est très intéressant, on regarde beaucoup les électrocardiogrammes avant de proposer un TAVI, mais le point qui est fondamental, c'est de rechercher un bloc de branche droit. Et vous voyez que le fait d'avoir un bloc de branche droit est associé à l'existence d'une amylose à transthyrétine chez nos patients qui ont une sténose aortique. L'âge est un point fondamental. Le taux de troponine est aussi un point intéressant. L'importance de l'hypertrophie ventriculaire gauche, ici supérieure ou égale à 18 mm sur le septum interventriculaire, est un point intéressant. L'anomalie de la relaxation et le trouble de compliance sur le profil mitral est un point intéressant. Et puis, l'indice de Sokolov qui peut être utilisé s'il n'y a pas de bloc de branche gauche ou de stimulateur cardiaque, mais c'est peut-être moins intéressant. Toujours est-il que vous voyez que si vous arrivez à multiplier les points et qu'à partir de 5 points, même 4 points, vous êtes avec une spécificité de l'ordre de 95% et une sensibilité de 43% pour prédire le fait que le patient a probablement une amylose TTR lorsque vous l'évaluez pour un rétrécissement aortique. Donc, je pense que ça vaut la peine de s'apesantir un petit peu sur ce score qui est quand même très pratique et qui, pour nous, qui faisons de l'échographie et qui voyons ou qui screenons les patients en échocardiographie, c'est quand même très simple de regarder l'électrocardiogramme, y a-t-il ou non un bloc de branche droit, de savoir dans les antécédents si le patient a un centre du canal carpien, son âge, c'est pas très compliqué. Doser la troponine et le NT-proBNP, c'est quand même très, très, très utile chez ces patients-là. Et bien sûr, devant une hypertrophie de plus de 18 mm, on doit se poser des questions. Donc voilà ce score très intéressant à mon sens et qui en soi méritait, je trouve, d'être discuté. Après, donc, ce qui est très intéressant, c'est de bien voir donc, la valeur de ce canal carpien qui est retrouvé chez 19% des patients qui ont une amylose contre 1% chez ceux qui n'ont pas d'amylose. A contrario, les patients qui ont une amylose ont moins d'athérosclérose périphérique et coronaire, donc il y a moins de coronaropathie associée, ce qui en fait peut-être un pronostic du coup un peu moins mauvais de ce côté-là. Donc j'insiste sur cette prévalence du bloc de branche droit. Vous voyez 33% versus 8,7% chez les patients qui n'ont pas d'amylose. Dans cette population de 407 patients, donc vous voyez bien sûr qu'au fil du suivi, il va y avoir des décès, suffisamment de décès pour pouvoir tirer quelques conclusions sur la valeur du diagnostic de l'amylose et la valeur de la prise en charge de la sténose aortique selon que l'on ait ou que l'on n'ait pas une amylose. Avant de vous montrer les courbes de survie, je voulais juste insister sur les AVC post-traitement percutané de la valvulopathie aortique. Vous voyez qu'il n'y a pas de différence significative qu'on ait ou qu'on n'ait pas une amylose. Les complications périphériques sont plus fréquentes chez les patients qui ont une amylose, comme les complications rénales. L'implantation d'un stimulateur, les complications vasculaires et les complications rénales ne sont pas différentes statistiquement que l'on ait une amylose ou pas. Par contre, le risque d'avoir un pacemaker est plus important, mais là encore, ça n'est pas significatif, même si vous voyez que la valeur est de 15% pour les amyloses contre 6,4% chez ceux qui n'ont pas d'amylose. Alors, les résultats en termes de pronostic, vous voyez, après 1 an de suivi, eh bien, il n'y a pas de différence significative entre les patients qui ont et une sténose aortique et une amylose TTR et ceux qui n'ont que une sténose aortique quand on prend la population dans son ensemble. Donc ça, c'est quand même intéressant. Ça veut donc dire que la sténose aortique est une maladie aussi grave que l'amylose en soi et que le fait d'avoir une amylose ne doit pas être une perte de chance pour nos patients. Et j'insiste là-dessus grâce à cette deuxième analyse de survie qui vous montre bien qu'effectivement, si vous prenez les patients traités médicalement, qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas une amylose, ils ont bien entendu un pronostic beaucoup plus sévère que ceux qui ont une sténose aortique qui est traitée. Donc là, le message est assez clair quand même que si vous avez et une sténose aortique et une amylose et que le staff est plutôt d'accord pour vous opérer de la valve aortique parce que l'état général le permet, eh bien, il ne faut pas se priver, il ne faut surtout pas récuser un patient du traitement de la sténose aortique sous prétexte qu'il a une amylose et juste sur ce prétexte-là, car c'est une perte de chance pour le patient
et qu'à contrario, si vous regardez les patients qui n'ont pas d'amylose et qui sont traités de leur sténose aortique et ceux qui ont une amylose et qui sont traités de leur sténose aortique, il n'y a pas de différence significative. Donc vraiment, en staph, il ne faut pas récuser un patient sur le simple fait qu'il a une amylose. Par contre, il faut bien sûr peut-être privilégier le traitement percutané pour éviter les complications associées. Mais ceci n'est pas démontré clairement dans cette étude. Donc en analyse multivariée, quand on voit l'ensemble de la population ici, vous voyez que bien sûr le fait d'être traité de sa sténose aortique est un élément essentiel et déterminant du pronostic du patient, qu'il soit ou qu'il soit pas porteur d'une amylose. Le taux d'albumine est aussi un marqueur intéressant à prendre en compte et qui est souvent discuté en staph pluridisciplinaire avec nos collègues gérontologues. Vous retrouvez ici non pas la troponine, mais le NT-proBNP sur lequel j'avais déjà insisté tout à l'heure, la fonction rénale et le BMI qui sort aussi comme un élément indépendant pronostic en analyse multivariée dans cette population de 407 patients. Donc, je trouve une étude qui colle bien à notre pratique quotidienne, qui donne des informations intéressantes avec des marqueurs simples et qui doit pouvoir impacter notre prise en charge et convaincre, si nécessaire, nos collègues lorsque nous sommes en staph pluridisciplinaire. Et donc, pour conclure, j'ai la chance que le papier était dans le JACC et donc il y a une illustration centrale qui permet de reprendre l'ensemble des paramètres. Vous avez ici en bas donc le score avec le canal carpien, l'épaisseur myocardique, l'âge, le profil diastolique, le bloc de branche droit et la troponine. Donc facile, éventuellement on pourrait presque faire un poster et mettre ce poster dans nos salles de consultation et nos salles d'échocardiographie pour vraiment penser à ça systématiquement. Les patients sont à plus mauvais pronostic s'ils ont une amylose et qu'ils ne sont pas traités de leur rétrécissement aortique, donc il faut vraiment penser à traiter et l'amylose et le rétrécissement aortique. La scintigraphie ne doit certainement pas être systématique, me semble-t-il. Ce n'est pas dit dans l'article, mais ça me semble quand même raisonnable de ne pas être systématique, mais orienté par le score clinique. Et puis, bien garder à l'esprit donc qu'un patient sur 8 référé pour un TAVI est un patient porteur d'une amylose, un patient sur 8. Donc, au moment où vous faites couler votre café, retenez ça. Ne mettez pas de sucre, mais mettez dans votre tête qu'un patient sur 8 qui a une sténose aortique a une amylose et que donc un patient sur 8 justifierait peut-être d'une scintigraphie et bien sûr d'une immunoélectrophorèse pour exclure une amylose AL. Donc bien sûr, la prise en charge est très différente et le pronostic très différent. Je vous remercie.